La montagne nous fait rêver. Son univers de pics, de rocs et de glace, façonné par les vents et la neige, nourrit notre imaginaire. Des hommes y pratiquent l'alpinisme lors d'ascensions fascinantes, où le plaisir et l'émotion naissent en côtoyant le danger. Ces hommes, ce sont les guides de montagne. J'ai souvent rêvé de gravir les montagnes, atteindre des sommets. Le métier de guide m'a toujours paru mystérieux, presque secret. J'ai voulu en savoir plus sur eux, les 1500 guides des massifs montagneux de France, qui ont choisi cette activité hors du commun, pour qu'ils me racontent la passion qui les anime, emmener des gens en altitude, en risquant parfois leur propre vie. Mais au-delà de l'image héroïque, de vainqueurs de sommets, certains dévoilent le revers de la médaille du guide. Les réalités d'un métier exigeant qui doit s'adapter à l'évolution d'une société des loisirs. Le métier de guide, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vivre de sa passion pour faire plaisir aux gens. Et c'est quelque chose de bien particulier quand même. Avoir un hobby, une passion qui est à la fois son métier, ça c'est une grande chance. Passion, c'est juste. On peut parler de passion parce que pas de liberté. Parce qu'on n'a pas vraiment de liberté, puisqu'on a charge d'âme, on accompagne nos clients, on est obligé de faire attention à un certain nombre de choses. Donc c'est pas vraiment la liberté, mais c'est transmettre quelque chose que l'on aime, avant tout. Les gens n'ont pas la possibilité d'aller dans ce monde de la haute montagne, et nous on leur permet de vivre ce que j'appelle un wow, quelque chose qu'ils n'auraient jamais la possibilité de vivre, la plupart d'entre eux. Et c'est ce que moi j'ai envie de partager avec les gens. Je dirais que c'est ça, vu que c'est une cordée, c'est une prise de risque partagée qui est régie par la passion, quoi. Au départ, je crois que c'est ça. Chaque personne qui se retrouve là-haut est vraiment passionnée de montagne. Moi, je ne connais pas un client qui ne soit pas passionné de montagne, de l'altitude, des beaux paysages. Le sel du métier, disons que c'est les gens, quoi. C'est les gens qui font les gens, j'entends les clients, les gens qu'on emmène. C'est ça qui fait. Au début, peut-être on peut croire. Quand on est jeune, on fait de la montagne parce qu'on a envie de faire de la montagne. Et puis on s'aperçoit très vite pourquoi on a envie de faire de la montagne. Bon, au début, peut-être qu'on ne réfléchit pas. Mais en fait, c'est parce que c'est un support. Et c'est un support de quoi? Un support de relations fortes. Le guide ne parle pas forcément beaucoup avec ses clients. Il va communiquer au niveau de la sécurité, au niveau du positionnement, mais dès l'instant que tu arrives sur un sommet, que là va éclater une forme de joie, une forme d'émotion, et c'est le cœur qui parle. C'est presque de l'amour, quoi. Sommet. Bravo. Le guide serait donc un passeur qui nous emmène dans l'univers parfois hostile de la montagne, en partageant les frissons du danger. Mais avant d'en arriver là, une longue route les attend, faite d'efforts et d'épreuves. Et du temps. Beaucoup de temps. Car ne devient pas guide qui veut. Alors ils sont nombreux à suivre une formation pour se préparer à l'examen probatoire. Le mythe vivant est en marche. L'aventure commence d'abord par une pratique intensive de la montagne. Il s'agit d'apprendre le rocher, la glace, les techniques de l'alpinisme.
Un sacré boulot. J'avais envie de faire de la montagne, c'était ça qui me plaisait. Je m'étais jamais posé la question, je suis une fille, pourquoi je ferais pas ça? Donc il y a ce rêve d'enfance que j'ai envie de réaliser. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi un peu plus, je pense aujourd'hui, le challenge personnel, quoi. Hey, go! Pour se présenter au probatoire d'aspirant guide, il faut déjà remplir une liste de courses, de 50 courses d'un niveau relativement difficile, qui à partir du moment où on est débutant, on a envie de devenir guide de haute montagne, il faut 7 à 8 ans d'expérience si on ne traîne pas pour arriver à faire cette liste de courses. Quand j'ai commencé à faire la liste de courses, j'ai réalisé que j'avais déjà tout ce qu'on demandait pour devenir guide. Donc. Et au niveau psychologique, j'ai mis quand même plusieurs années avant de me lancer. Je voulais être prête, je voulais être solide en fait. Et donc quand je me suis présentée, c'est que j'avais vraiment envie d'y aller et j'étais prête. Voici venu le moment du passage de l'examen probatoire pour entrer à l'ENSA, l'école des guides. Après avoir réussi l'examen de ski, 150 candidats se présentent pendant 3 jours aux épreuves éliminatoires. Une seule note insuffisante à une technique et c'est terminé. J'ai pas vu mon nom sur la liste, donc je suis pas passé, j'ai pas eu la moyenne. Donc je suis déçu, mais en même temps je suis perplexe, quoi. Je comprends pas ce qui s'est passé parce que contrairement à beaucoup de candidats, j'ai pas fait d'erreur, je suis pas tombé. Moi j'ai fait une bonne prestation en glace, donc point avant, donc je savais que ça passe. Voilà. Ça s'est pas très bien passé en fait. J'ai été un peu mauvaise au mur raide, donc je suis assez soulagée d'être passée aujourd'hui. Voilà. Mais il va falloir se bouger maintenant. Le 111. Il n'y a pas de différence au niveau de l'entrée. Pour les femmes et les hommes, c'est le même examen, ce qui est très bien, parce qu'après, on considère égal, donc ça c'est super. Et il ne faut pas être plus forte qu'un homme, mais disons qu'il faut avoir comme la caisse. Donc tu pars dans 2 minutes. Alain, combien il lui reste? Il te reste 3 minutes là si tu veux refaire un essai. Bon, je pense que ça fait partie aussi d'une réalité de la montagne, d'avoir à gérer un stress qui est sûrement différent, hein, mais dans notre activité professionnelle, on a quand même souvent à gérer des incertitudes, des doutes, qui est une réalité de la montagne, quoi. Pour faire ce métier, il faut avoir les moyens de pratiquer la montagne régulièrement, d'avoir un niveau technique suffisant. Et j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir faire ma liste de courses, m'entraîner et repartir pratiquement de zéro. Le 133 au départ, le 133. Dossard 136 au départ, le dossard 136. Quand tu veux. Le parcours varié, ça montre un peu une certaine aisance, un petit peu un pied alpin. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils veulent voir.
je commence mon rêve. Depuis toute petite, j'y pense. Donc c'est un peu un soulagement et en fait c'est le début d'une nouvelle vie, quoi. La sélection est rude, avec seulement une quarantaine d'admis sur 150 candidats. Mais on n'est pas encore guide pour autant, juste un apprenti guide pendant 3 à 4 ans, qui suivra une formation complémentaire et accompagnera ses premiers clients. De quoi valider enfin le diplôme de guide. On sort aspirant guide et on peut travailler au même titre qu'un guide, avec pratiquement les mêmes courses, puisque tout le monde fait à peu près les mêmes courses, et puis être lâché dans la nature sans aucun soutien. Et un jour, vient le moment espéré depuis si longtemps. La première course en montagne de l'aspirant guide, avec ses premiers clients. Pas si facile que ça. Bien. Il y a des cailloux là, c'est joli. Ah ouais, des cailloux, c'est joli. Pas très stable. On va s'arrêter là, quoi. On va s'équiper ici. Faut que je desserre. Et voilà. Je tourne mes poches. Pendant les stages, on a eu des clients fictifs, si on peut dire, des clients tests. Donc c'est pas vraiment une première, mais dans ce cadre-là, je peux dire que c'est une première. Avec des enfants en plus, c'est bien la première chose sur un lieu historique, hein, c'est quand même historique le Mont-Aiguille. Donc c'est une belle chose de commencer là, je pense. Et voilà. Allez, Jonathan. Ça va, Nino? Honnêtement, au niveau responsabilité, c'est le plus diplômé qui est responsable. Et ça, c'est les aspects purement juridiques. Après, dans une pratique amateur, on va pas aux mêmes endroits. Parce qu'il y a des terrains qui se prêtent moins bien à des sorties avec des gens, avec des clients, et d'autres qui s'y prêtent plus. Donc on va dire que grosso modo, on a une pratique plus technique quand on est avec des gens, avec des amis. Et on se permet de faire des choses qu'on ne ferait pas forcément non plus avec des clients. Tu veux pas essayer de monter le pied gauche là au-dessus de... Ah, il est pénible ce câble. C'est souvent une première approche de la montagne un peu magique. Donc souvent ça commence au Mont Blanc, ça peut commencer en refuge par la découverte d'un glacier, ça peut commencer au Mont Aiguille, hein, pourquoi pas. On est bientôt arrivé en haut. Vous voyez là il y a une petite montée, après on traverse à gauche, au-dessus il y a encore une vire, là on la devine bien, comme ça à peu près. Ouais. Et après c'est la cheminée finale. Ouais. Et après c'est le Mont Aiguille. La responsabilité est d'autant plus forte quand les gens respectent pas l'autorité du guide, je trouve. C'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on est responsable de leur comportement en montagne. Donc ça c'est vraiment dans ces cas-là qu'on sent vraiment que on a à nous imposer en quelque sorte. Ouais, le jour de gloire, ça faut le dire. Oh. Enfin, on va... Oh, il est quelle heure? Oui. Ah, bah, c'est pas bien. Okay. On y est. Tu sais, c'est mon stylo. On vient de monter tout là-haut.
Voilà. Plusieurs terrains de foot, ça. C'est bien. Ouais, ça continue là-haut. Ah ouais, là, il y a aussi. À table. Enfin. À table. À table. T'es content? Oui. Pour de vrai? Oui. J'ai envie d'aller manger. Bon, bah bien, félicitations. Bien, félicitations. Attends. Félicitations à tous. Félicitations Heureux. à tous. Ceux qui ont participé à cette Très bien. Hein? ascension du Mont-Aiguille. Voilà. Au fil du temps, je découvrais avec étonnement un métier aux relations très fortes, où l'écoute des autres compte autant, sinon plus, que la dimension technique. Un guide tourné vers la relation humaine. Voilà, t'as entendu? Donc maintenant tu le mets, maintenant tu le changes Maëlle. Mets-le en émission. Chaque fois que j'ai besoin d'un guide, j'appelle Françoise. Donc moi je la trouve très bien parce qu'elle est quand même très à l'écoute des petits problèmes matériels qu'on peut rencontrer. Et ça c'est quand même bien. Et puis elle nous explique l'itinéraire, ce qu'on va faire, les difficultés qu'on risque de rencontrer. Elle anticipe un petit peu, tu vois. Et ça nous met en confiance. Le rôle du guide, c'est pas que un geste technique, c'est aussi transmettre une culture montagnarde. Donc c'est tout ce qui est environnement, protection, et puis une manière de vivre, le sens de l'effort. Et ça c'est important et les jeunes sont capables de faire ça. Ils sont capables et ils sont heureux quand ils l'ont fait. Donc ça c'est très important, il me semble que ça fait partie de notre rôle de professionnel, au-delà de la technique, de leur faire découvrir le milieu dans lequel ils évoluent. Il faut partir. Pas trop tôt. Il faut juste qu'on arrive à descendre vers 11h, 11h30 quand ça dégèle. C'est peut-être la deuxième guide femme qui vient au refuge Fond des Fours. Il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes guides. Ouais. C'est vrai, il n'y a que 15 femmes sur 1500 guides en France, seulement 1%. Mais peut-être avec une nouvelle approche du métier. Pour moi, c'est pas d'aller au sommet en particulier, c'est d'avoir une superbe journée en haute montagne. C'est l'expérience en tant que telle, c'est le partage. Et ça, c'est probablement ce que les gens ils aiment. S'il fait pas beau, moi, j'annule pas une course. Il va falloir vraiment faire attention dans cette longueur parce que, comme vous voyez, c'est la douche. Alors il va falloir être vraiment délicate quand on grimpe. Je vous fais confiance, on va y arriver. Pensez à tout et aussi quand on regarde par ici, il y a pas mal d'eau qui coule et il faut réfléchir qu'il faut essayer d'éviter qu'on se retrouve dans la douche. C'est une personne qui aime beaucoup faire du rocher. Elle avait envie d'essayer de faire de la glace et elle réalise que c'est pas vraiment son truc. Si ça se trouve, ça va être justement par après qu'elle va trouver que c'était sympa d'avoir fait ça. Donc, il faut monter, aller faire encore une longueur et elle est assez sympa. Elle va trouver que c'est pas trop difficile en fait. C'est wet, c'est mouillé. Mouillé, carrément mouillé. Dans son métier, le guide découvre que son client entretient souvent avec lui une relation étonnante, faite de confiance totale, d'admiration et de fidélité. De quoi tisser un lien bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il faut qu'il soit psychologue. Psychologue et puis directif quand il faut.
Je pense. Hein. Mais avec Dominique, ça roule. Et pourquoi t'as pas Là peur où avec il me moi? dit que je peux aller, j'y vais. Ouais. Ben, parce que j'ai confiance en toi. Ouais, donc ça c'est pour tes capacités, ce que tu es capable de faire. Oui, mais par rapport à une chute de pierre ou à une avalanche, Ah mais ça, c'est la nature. Hein. de risque zéro n'existe pas, on Mais- est bien d'accord. Tu es bien conscient que je ne maîtrise pas les chutes de pierre. Ah mais tout à fait, tout à fait. Bon, alors on est d'accord. Non, on est tout à fait d'accord. Actuellement, si bon, j'arrive, pour certaines circonstances, il partait, il ferait plus guide, ben, je pourrais plus grimper avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'irai encore en montagne, mais je grimperai plus, je ferai plus ce que je fais en escalade. Parce que ça, il y aurait quelque chose, il manquerait quelque chose. Le client qui vient faire une course, on peut se poser la question pourquoi, hein, parce que alors soit c'est parce qu'il l'a vu dans un livre et qu'il veut aller là, quoi, hein, ou qu'il veut aller faire le Mont Blanc parce que c'est le Mont Blanc, il faut le dire aux copines en rentrant. Bon, ça c'est des motivations, disons, évidentes primaires, enfin affichées, on va dire. Bon, il y a souvent une autre motivation cachée, pas forcément consciente d'ailleurs du client. Je pense qu'il y a même tout le temps je pense que l'intérêt du métier de guide, c'est d'essayer de comprendre cette motivation cachée, que des fois le client ne connaît même pas d'ailleurs, et d'y répondre, de faire qu'il trouve ce qu'il vient y chercher inconsciemment. C'est une psychothérapie, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Pour moi, le milieu de la montagne, la haute montagne, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de légendaire, d'extraordinaire, de merveilleux. La montagne, pour moi, c'est un endroit où chaque fois que j'y suis, c'est une lutte. Il faut que je fasse très très attention. Je lutte contre les éléments, je lutte contre moi-même, parce qu'on peut avoir des comportements liés au milieu. On peut être dans l'euphorie, on peut être tellement content qu'on en oublie des précautions élémentaires. Donc en montagne, je me bagarre constamment. Et si par moment il m'arrive de ne pas me bagarrer, je me pose la question, je me dis, pourquoi tu ne te poses pas de questions là? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, t'es sûr? Bon, alors tu peux continuer à rigoler ou à penser à autre chose. Mais c'est un milieu de lutte. La montagne merveilleuse, enchanteresse, divine montagne, ça n'existe pas pour moi. Elle est belle, elle est très très belle, mais elle est surtout très dangereuse. Qu'on recherche de l'adrénaline, je ne sais pas, mais certains frissons et puis un certain stress qui stimule nos sens et qui nous amène à être attentifs, à percevoir ce que les autres ne perçoivent pas, à sentir le rafraîchissement de l'air, le vent, le froid, à entendre les craquements de la glace ou de la roche très très rapidement, à avoir cette espèce de conscience accrue des éléments. Ça oui. Voilà, Dino, tu viens jusque là. Al sole. Voilà, tu peux poser les fesses, là Martine, tu seras bien. Et puis on va aller... Attends, ne me donne pas le matériel. On va aller se mettre juste sur la petite terrasse là-bas derrière. On sera bien, on va s'asseoir et puis on va casser la croûte. Oui, chef. Hein? Moi, ce qui me fascine et ce que j'aime dans la cascade, en fait, c'est de dire qu'on grimpe sur de l'eau gelée. Ouais, qui est en train de dégeler. Dégelé, oui d'ailleurs, gentil. Mais bon, on est quand même à la mi-mars. Hein. Oui. Donc on a réussi à trouver la cascade. On a une belle cascade. Ouais, c'est... Belle cascade. Elle s'appelle Antares. 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 D'accord.
Tu économises en fait si tu montes juste un piolet très très haut. Bah, là, tu peux monter juste ce piolet-là, monter les pieds. Ouais, il n'est pas optimisé. Ouais. Ce piolet-là n'est pas optimisé. Outil pédagogique. Dans la relation forte de partage avec le client, survient pourtant une nouvelle difficulté, une question que le guide, travailleur indépendant, a du mal à formuler. Comment demander 250 à 350 € pour une course à la journée ? Il faut que je règle pour la course. Ouais, mais justement, on en avait parlé. Moi, je travaille pas vraiment à la course, je travaille à la journée. Non. Pourquoi ? En fait, je réalise que pour moi, en fait, la journée, c'est pas forcément d'aller à un sommet ou d'aller, comme aujourd'hui par exemple, on n'a pas pu aller jusqu'au sommet de notre cascade. Travail, comme aujourd'hui, travail pédagogique sur les placements du corps sur la glace. Et je trouve que c'est plus avantageux pour moi et pour toi aussi de dire on part à la journée, on en profite au maximum. Et sans objectif à moment à atteindre. Quant au paiement de nos activités, c'est très délicat. Très délicat parce qu'on se fait payer, surtout au début. Au début, quand on est jeune guide, on passe d'un statut amateur où on fait des choses pour se faire plaisir. Et puis ensuite, on devient professionnel, on fait les mêmes choses. Ça semble être les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. On fait les mêmes choses et en plus, on va recevoir de l'argent pour faire ce qui avant nous en coûtait un peu, puisqu'il fallait dépenser un certain nombre de frais. Donc on a un peu de scrupules, surtout quand on se fait plaisir, quand on découvre un sommet, quand les clients sont sympathiques, bien aguerris, au niveau, eh ben on a un peu des scrupules à se faire payer. Tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris la partie commerciale. Comment on se fait payer ? Au-delà de la passion, il s'agit d'une activité commerciale saisonnière. Bien des guides me l'ont dit. Aujourd'hui, les temps changent et ils s'inquiètent, car ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. Il y a une baisse d'activité au niveau de la haute montagne, parce que les gens veulent plus dormir en refuge. Mais je parlais avec un guide qui est en Oisan, et mais il y a plus de travail. Parce que les refuges sont à 4 ou 6 heures de marche, et voilà. Et 4 ou 6 heures de marche, c'est une course. C'est une course à part entière. Et le lendemain, tu fais un sommet. Et ben ça se fait plus, ça se pratique plus, ça. Les gens, ils veulent faire une course, partir le matin à 10h et rentrer le soir à 4h. Ça devient comme ça. C'est vendu comme ça. Une nouvelle société de loisirs impose désormais ses règles. Il faut aller vite, consommer des divertissements de toutes sortes. Le comportement zapper s'applique dans tous les domaines, y compris la montagne, réduit trop souvent à un gymnase d'altitude avec de multiples activités. La diversification du métier de guide, moi j'appelle pas ça diversification, j'appelle ça morcellisation. C'est-à-dire qu'on a mis en petits morceaux et on a voulu faire croire que l'activité, finalement, l'alpinisme, finalement c'est un peu d'escalade, un peu de cascade de glace, un peu de randonnée, un peu de via ferrata de temps en temps. Le problème, c'est que c'est dans un milieu quand même parfois hostile et que finalement trop dangereux pour être qu'un sport. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, il y a un certain nombre de dangers, et ce danger ne vaut d'être couru que s'il amène autre chose que juste une hygiène corporelle, quoi. Voilà. Et c'est sans doute l'erreur qu'on a fait un peu les guides. Bon, on a cédé aux sirènes de la multi-activité. Il y a eu aussi une explosion de cette multi-activité liée à une commercialisation de matériel. Bon, on a cédé à ça aussi parce que ça facilite tout le métier. Au quotidien, il faut reconnaître qu'aller faire une via ferrata, c'est quand même moins fatigant qu'aller faire un façonneur de la Mèche, moins dangereux, moins engagé. Mais on arrive à une espèce d'impasse. T'as mangé un petit truc quand même? Non. Ah bah là c'est une erreur. Tu manges un truc. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.
Là, la longueur, elle a l'air un peu plus difficile. Elle n'est pas très bienvenue. Mais bon, c'est l'escalade. Hein. Mais tout va bien. Bruno Là où il y a l'espèce de tunnel là, on fait quoi? Mais c'est bien parce que c'est facile tout en étant compliqué. Techniquement, c'est pas super dur, mais c'est conditionnellement, ouais. On est un peu à l'étroit, il fait froid, il y a de la glace, donc ça met du piment, quoi. Ça avance bien. Bruno avance. Là, si on est en vision directe, c'est plus sympa quand on voit le premier. J'espère qu'il y a un gîte au sommet, non? Non. Quand on peut voir le premier, c'est... Bravo. Les gens font leur exploit, par exemple, profitent de la montagne. Alors est-ce que c'est le guide? Est-ce que c'est... Il n'y a pas que le guide hein, qui est en faute. Hein. Le guide, malheureusement, il subit aussi. Hein. Il subit l'aspect commercial. Il subit la loi du marché. Il subit l'évolution de la société. Hein. Souvent, il y a des personnes qui ont acheté un Mont Blanc pour s'exprimer comme ça. La personne qui l'emmène, elle sait très bien qu'elle n'ira pas au bout parce qu'il n'y a pas le niveau, quoi. Vaut mieux leur dire tout de suite. Quand on prend trop de clients sur une corde, on ne peut pas les retenir. Après, suivant où on va, quoi. Mais par exemple, pour le Mont Blanc, 2 personnes, pour moi, c'est déjà une de trop. Quand la première est fatiguée et qu'elle dévisse, la deuxième, elle tombe avec. Et on en a 2 à retenir. Il y a eu des drames, il y a eu des morts, il y a eu des guides qui sont morts, il y a eu des clients qui sont morts. Alors il y a des dérives, mais les dérives, il y en a partout. Quand on fait les choses qui vendent sur catalogue, ou par ordinateur, tout, il n'y a plus ces relations. Avant, on emmenait quelqu'un au Mont Blanc quand on avait déjà fait plusieurs sommets avec. C'était vraiment un ami qu'on emmenait, quoi. C'était pas un numéro, un tel, au tour de rôle, quoi. Mais où est passée l'image du guide héroïque sous cette loi du marché? J'étais loin d'imaginer la précarité d'une profession, du guide payé à la journée. Seulement 2 guides sur 10 vivent de leur métier. Les autres ont une double activité ou un conjoint qui travaille. Quand je descends le foin, je fais jamais confiance à mon cheval, malgré qu'il va tout seul. Et en montagne, je fais jamais confiance à mes clients. Beaucoup de gens sont plus réactifs chez nous. Si on fait que le guide, on a tendance à vouloir travailler tout le temps, même par des conditions pas très bonnes, quoi. Enfin, il faut savoir dire non aussi. Et puis, ça va quand même beaucoup mieux, point de vue pécunier, quoi. C'est difficile d'être en mono-activité dans cette profession-là. Et de ce fait-là, il y a une prise de risque qui est énorme. Pourquoi? Parce que les tours opérateurs, les agences, les compagnies des guides, les compagnies de guides
veulent du rendement, vendent du rêve, vendent du hors-piste avec de la poudreuse, avec du grand soleil. Et on ne peut pas avoir tout ça si on ne prend pas de risques. Il y a donc un revers à la médaille du guide. Quand il ne parvient pas à vivre d'un métier trop aléatoire, trop dépendant des conditions naturelles et du marché des loisirs. Ou alors, en s'exposant au danger, en travaillant toujours plus, jusqu'au jour où survient l'accident. Doucement, reste là. Vous entendez, le guide fait partie des victimes, mais on ne vous dit pas, Marc est mort. Voilà. C'est-à-dire que moi, tout d'un coup, j'étais la femme du guide qui entendait, il y a eu un pépin de montagne, il y a eu un pépin de montagne, et le guide en fait partie. Et moi, dans mon petit corps, comme ça, avec mes petites viscères, etc., il a fallu que je comprenne, attends, l'homme avec qui tu partages ta vie, qui est le père de ton enfant, avec qui tu échanges des choses très très fortes, il est mort. Voilà. Mon grand-père maternel était guide. Il est décédé en montagne. Je ne l'ai pas connu. C'était en 1957. Mon papa était guide également. Il est décédé en 1977. Et j'ai rencontré Jérôme en 1987. Et il m'a caché qu'il était... C'est vrai que les 15 premiers jours, il ne m'a pas dit qu'il était guide. Ils se sont fait emporter par une avalanche qui les a projetés au fond de la Rimée, la première Rimée du Tacu. Bon, on avait déjà vécu quelques jours ensemble, on terminait un stage Mont Blanc, on avait passé plusieurs jours au refuge d'Orny, puis on se retrouve au Cosmique. Là, on a passé une superbe soirée, c'était son anniversaire, on a bien rigolé, ses sourires. Et c'est vrai que quand j'ai appris ça, peu de temps avoir passé le Mont Blanc, bon ben là, bien sûr qu'il y a tout qui s'écroule, quoi. C'est un peu comme un électrochoc. Et après, c'est forcément difficile de repartir. Ce sont des moments où on est tellement proche de la mort que, voilà. Et c'est mieux que ce soit comme ça, quoi. C'est à nous, ça nous appartient. Chacun a son chemin, mais à un moment donné, je pense qu'il faut respecter ce que chacun fait, quoi. Il n'y a rien à dire s'il se passe telle ou telle chose, c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un très très beau métier. Mais c'est un métier quand même, je trouve que c'est un métier fait pour les célibataires. Il faut pas, quand on a une famille, je sais pas, c'est un beau métier mais c'est très égoïste. Il faisait grand beau, pourtant le 26 février on était presque en t-shirt et on commence à monter. Je sens une plaque qui provoque une avalanche. Et finalement, la plaque s'est décrochée au moment où j'ai bougé. Donc on a dévalé tout le couloir sur plus de 200 mètres. Et là, tout s'effondre. Tout s'effondre parce que tu commences à prendre réellement conscience de ce que c'est d'être avec un client. Oui, les masques sont tombés, le mythe il est tombé et je vais peut-être embêter plein de monde
Parce que un guide, c'est pas un mythe. La montagne est mythique, mais le guide est ni plus ni moins qu'un homme. Beaucoup de guides m'ont souvent dit c'est le premier nom qui importe. Si tu sens que ça va pas, si tu sens que le nuage va grossir, si tu sens qu'il y a trop de monde, c'est le premier nom qui détermine tout le reste de ta course et tout le reste de ta carrière. Un guide qui a un accident, il se sent responsable. Et ça, je pense que quelle que soit l'issue des enquêtes, un guide qui a un accident se sent forcément responsable. Ils ont un grand sens de la responsabilité comme ça. Maintenant, est-ce qu'ils sont responsables? Qu'est-ce que la responsabilité? Qu'est-ce que la responsabilité? Quelle est la responsabilité juridique du guide en cas d'accident? La profession tout entière s'interroge et s'inquiète depuis de nombreuses années. Il faut dire que l'enjeu est très fort. Il en va de l'avenir du métier. Bon, la tendance générale est d'écarter des dangers ou de conjurer des risques à coup de règlement. Alors tout le monde veut suréquiper et réglementer à outrance. Et plus il y a d'accidents, plus la tendance s'accentue, qui va de pair avec la recherche frénétique, des coupables. Donc bon, ça c'est 70 février 70. 70. C'est génial. On a entamé une réflexion vis-à-vis de notre comportement qui va peut-être un petit peu bousculer les guides, mais ça nous semble important. Sinon, les raccourcis seront très rapides, ce sera des normes, des interdictions et la fin d'une profession sûrement. Avant d'avoir peur du juge, il faut aussi avoir peur de la montagne. Quoi. Je veux dire, le juge, c'est comme l'a dit Bruno, c'est la fin de la chaîne. Mais nous, on a déjà peur de mourir et on a peur de tuer les clients. Quoi. Avant d'avoir peur du juge, je pense qu'il faut d'abord penser à ça. Quoi. Normalement, on devrait nous mettre en prison tous parce qu'on tombe sous l'article de la loi. C'est la mise en danger de la vie d'autrui, c'est notre métier. C'est-à-dire que c'est vrai que si on ne veut pas mettre on passe pas sous les séracs, on passe pas sous les chutes de pierre, on passe pas sur un pont de neige, on fait plus de montagne. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, cette dérive est inquiétante, il va falloir quand même s'expliquer là-dessus. Parce que le risque, ça peut être positif, c'est vrai que ça s'oublie un peu là, depuis quelques années, mais les risques, c'est quelque chose qui est indispensable à la construction d'un individu. Le risque positif pour l'individu, oui, mais quand il devient extrême, comme l'a vécu Christophe Profit, il s'agit d'une autre histoire, qui n'a rien à voir avec le métier de guide. C'est une part pour moi de mystère, c'est comme ça s'est fait à un moment donné. J'ai aimé vivre cet engagement au plus haut niveau et finalement, ça ce sont des choses qui sont très difficiles à expliquer parce qu'il y a toujours bien sûr une part de jardin secret. 20 ans après, effectivement, je me pose des questions. Je me sentirais plus du tout en solo, donc pour moi c'est une page tournée. Et pour moi, mon bonheur maintenant, c'est de continuer un peu cet engagement, enfin de le continuer totalement, mais d'une autre manière. Next time. Et donc, c'est de vivre ça avec des compagnons, avec un client.
courses-là spécifiques où l'engagement est limité, c'est encore autre chose. C'est une autre façon de voir la montagne, plus tranquille, plus paisible. Donc le plaisir est encore différent. Je dirais que là, le plaisir, on prend notre temps, quoi. Alors que sur des courses plus engagées, le plaisir est encore ailleurs. C'est d'aller parfois voir certaines limites. Là, c'est simplement le plaisir de grimper, de faire de beaux gestes, d'enchaîner des longueurs, bref, de prendre son temps. Très bien. Super, super. Ah, mon petit médecin de l'hôpital, il doit être fou là. Il voulait tout m'interdire. Là, il doit se dire non, 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 non. Aujourd'hui, on est en train de passer une journée fabuleuse, au-delà de tout ce qu'on pouvait attendre. C'est fantastique, c'est l'amitié qu'elle a, la solidarité, c'est des rencontres, parce que tout le monde ne se connaissait pas. Donc c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment Franck est très 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 ému. C'est un peu difficile aussi, tout en sachant que c'était inattendu, hein, on va dire 6 mois après son accident. C'est super, super. Je suis rempli de joie parce que tu fais partie d'une cordée. Tu échanges des choses. T'as pas trop besoin de parler. Il y a des amis qui arrivent, ils parlent pas. Ça commence à grimper. Ça parle pas parce que chacun est dans son monde, mais c'est un échange, c'est une communication. Hey, champagne! Summit! Yes! Allez, on y va! Allez! Yes! Allez! Wouh! Wouh! Allez! Ah, attention, je me suis entraîné. Voilà. Au-delà de l'image héroïque du guide de montagne, j'ai rencontré des hommes et des femmes comme les autres, avec une grande sensibilité cachée et des préoccupations inavouées. Ils ont fait le choix d'une existence libre et passionnée, sans stabilité professionnelle et avec de fortes responsabilités. J'ai fait le plus beau métier de toute ma vie. Ce métier-là, il faut le faire. Il faut que tu le fasses. Si tu commences dans ce métier-là, tu viens de passer ton probatoire, il faut que tu te lances à fond. Mais il faut aussi que tu gardes les pieds sur terre. Il faut pas que tu te la pètes. C'est justement le rôle du guide d'amener la personne à pratiquer différemment, à plus avoir une application supérieure, disons, et à plus avoir envie de la paix finalement. Mais à fréquenter des milieux tellement hostiles, on peut en retirer qu'une certaine aura, une gloire, qui est plus ou moins justifiée, hein, mais on a peur en montagne.
tous ceux qui y vont ont peur. Et plus on connaît de choses, plus on a peur en montagne. Ça devient quelque chose qui fait partie intégrante de la vie et non pas juste une séance de cinéma, quoi. C'est ça la différence.